Hello, hello everybody! Je vous retrouve aujourd'hui dans un format un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. Ces derniers temps, il y a pas mal de gens qui se sont abonnés à mon compte Instagram. Du coup, je trouvais ça sympa de pouvoir fêter ça avec vous en vous proposant de faire un petit question-réponse. Donc, je vous avais mis un encart il y a quelques temps dans lequel vous pouviez me poser vos questions et je vais y répondre ce soir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Camille, je suis étudiante éducatrice de jeunes enfants. J'ai travaillé 3 ans en tant qu'auxiliaire de puériculture, en crèche auprès des jeunes enfants. Et aujourd'hui, je partage ma passion pour la petite enfance et l'enfant tout simplement sur mon compte Instagram It's a New Cam. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Alors je voudrais juste commencer avant de répondre à vos questions par vous dire que tout ce que je vais vous dire, ça va être basé sur mon expérience, ça va être basé sur mes observations, sur mon ressenti, sur mes recherches personnelles et aussi sur mes études. Mais j'ai pas forcément réponse à tout et parce que je suis pas une grande pédagogue, je suis encore en train d'apprendre. Donc ne vous fixez pas seulement à ce que je vais dire. Moi je suis juste là pour vous donner une petite ligne, voilà, vous donner quelques réponses, mais j'ai pas le savoir absolu et je vous réponds vraiment avec mon ressenti et ma façon de voir les choses. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je crois en ce que je dis, que je l'applique moi-même auprès des jeunes enfants et que ça me fait un grand plaisir de pouvoir vous le transmettre et de pouvoir échanger avec vous. Alors, je commencerai par répondre aux questions qui concernent la petite enfance. Après, je passerai aux questions qui concernent mes études. Et à la fin, il y a une question personnelle. J'ai hésité à répondre, mais si j'y répondrai à la toute fin de cette vidéo. Comment calmer un enfant qui fait une crise parce qu'il n'a pas ce qu'il veut? Alors moi, je vais un petit peu la retourner dans un autre sens, cette question. Je vais me demander comment faire pour qu'un enfant n'en vienne pas à faire une crise parce qu'il n'a pas ce qu'il veut. Et tout ça, en fait, ça va être basé sur de la communication. Déjà, on va partir sur un exemple. On va prendre un enfant qui fait les courses avec son parent, ou sa tata, ou n'importe qui, et qui veut absolument un jeu dans le rayon. Déjà, la première chose que moi je vous conseillerais de faire, ça serait déjà de se mettre à sa hauteur, pour créer vraiment voilà, un réel échange où vous le regardez, vous lui parlez. Parce que vous imaginez bien qu'on n'écoutera pas trop quelqu'un qui est beaucoup plus haut que nous et qui nous parle d'en haut sans même nous regarder, ou alors quelqu'un qui sera en train de nous dire non, 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 mais avance, en même temps il vous tire par le bras. Après, ça peut être intéressant du coup de mettre des mots sur son envie, sur son besoin. Je vois bien que ce jeu il te donne envie, que tu as envie de l'attraper et que tout ce qui est autour de toi ça te donne envie de les attraper, par exemple. Et une fois que vous avez mis des mots sur son besoin, son ressenti, vous pouvez à ce moment-là lui expliquer pourquoi c'est aujourd'hui vous ne prendrez pas ce jeu. Vous allez lui dire non. Par exemple, hein, j'en sais rien, mais la raison pour laquelle aujourd'hui on ne prend pas le jeu. Tu sais, aujourd'hui on est venu faire les courses pour acheter à manger. C'était pas prévu qu'on prenne de jeu, c'était pas prévu dans le budget. Et après, ce qui va être très intéressant et qu'il va falloir faire très 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 rapidement, ça va être de rediriger l'enfant. Si par exemple le jeu qu'il était en train de regarder c'était une voiture ou quelque chose qui roule, enfin voilà, quelque chose dans ce style-là, ça va être de lui dire mais tu sais, dès qu'on a terminé les courses et qu'on les a rangées à la maison, si t'as envie, on pourra jouer avec ta voiture. Parce que tu en as une voiture, elle est comment ta voiture déjà? Hop, et vous changez d'esprit et puis vous pouvez continuer vos courses tranquillement. Ou alors, ce qui peut être intéressant aussi, ça va être de lui proposer de vous accompagner à faire les courses. Si tu as envie, on peut aller dans le rayon beurre et c'est toi qui vas attraper le beurre et qui va le mettre dans le caddie. Voilà, rendre les courses un peu plus amusantes, plus ludiques, pour qu'ils soient intéressés par les courses et pas par tout ce qui l'entoure, sauf ce qui vous aide. Et en plus, lui, il sera très très content de pouvoir participer aux courses avec vous. Alors certes, cette technique, elle peut demander peut-être un petit peu plus de temps, mais la relation avec l'enfant, elle sera apaisée, l'enfant et l'adulte ressortiront apaisés de ça, et ça sera une crise d'éviter. Donc j'ai peut-être pas répondu à comment calmer un enfant après une crise, mais j'ai essayé d'aller plus loin dans la question, c'est-à-dire de voir comment faire pour ne pas en arriver à une crise parce qu'il n'a pas ce qu'il veut. On peut toujours essayer de détourner à un moment donné. Est-ce normal de vouloir être parent, mais d'avoir peur d'être un mauvais parent? Alors tout de suite, la réponse qui me vient, c'est oui, parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, et l'inconnu, ça fait peur. Et en plus, éduquer un enfant, c'est pas facile, on le sait tous, surtout dans notre société actuelle.
entre tout ce que la société nous dit de faire, tout ce que les gens autour de nous nous disent de faire, tout ce que les livres, excusez-moi, nous disent de faire, ce que les réseaux sociaux nous disent de faire, comme mon compte par exemple, ça fait beaucoup d'informations, soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça. Au final, c'est une énorme pression, donc je pense que oui, c'est normal que tu aies peur d'être un mauvais parent, mais je t'assure que tu ne seras pas un mauvais parent. Tous les parents sont des bons parents du moment qu'ils veulent donner le meilleur d'eux-mêmes et que l'amour est au cœur des pratiques. Il n'y a pas de raison que tu sois un mauvais parent. Et déjà même si tu te poses cette question-là, ça prouve à quel point tu ne seras pas un mauvais parent. Ça, j'en doute pas. D'ailleurs, même moi, j'ai peur du jour où je serai maman parce que malgré toutes mes connaissances, finalement, je me dis, est-ce que j'arriverai à les appliquer avec mon enfant? Est-ce que ça sera pareil? Tout le monde me dit que non. Et d'un autre côté, j'ai pas envie d'écouter ce que les gens me disent parce que je me dis, je ferai ma propre expérience moi-même. Mais voilà, j'ai une pression moi aussi. Je pense que tout le monde, même le plus grand pédagogue, il a eu peur d'être parent parce que c'est une énorme responsabilité. Mais c'est un rôle merveilleux et si tu as envie de l'être, fonce. Comment faire pour qu'un enfant soit ouvert à tous les aliments et qu'il n'y ait pas de blocage qui se crée. Pour ça, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Déjà, pour commencer au commencement, on a eu un cours il n'y a pas longtemps concernant la grossesse. Et c'était intéressant parce qu'elle a dit qu'en fait, plus la maman mange de choses différentes pendant la grossesse, plus l'enfant sera ouvert au niveau des goûts qu'elle aura mangé durant la grossesse. Il y a même une expérience qui a été faite où il y a une maman qui a mangé beaucoup de fenouil pendant la grossesse. Vous savez, le fenouil, c'est un petit goût anisé assez prononcé. Et il y a une autre maman qui a pas du tout mangé de fenouil pendant la grossesse. Et après, donc une fois que les enfants sont nés, ils ont proposé du fenouil à l'enfant dont la maman avait mangé du fenouil et à celui dont la maman n'avait pas mangé de fenouil. Et il s'avère que l'enfant qui avait jamais goûté de fenouil dans le ventre de sa mère a repoussé ce goût assez anisé, alors que l'enfant de la maman qui en mangeait n'a pas rejeté le fenouil. Donc déjà, première chose, manger de tout pendant la grossesse, ça peut être une bonne chose pour ouvrir l'esprit aux différents goûts de l'enfant. Je sais pas si ça se dit, on va dire que oui. Après aussi, ce qui va être intéressant, ça va être de lui proposer tous les aliments. De lui proposer sous différentes formes et de pas se dire si une fois il en mange pas, il n'aimera pas. Ça va être de lui proposer régulièrement tous les aliments, de faire tourner. Alors peut-être qu'au début, l'aliment, il va le regarder, il va se demander ce que c'est. Puis après, la deuxième fois, il va commencer à le manipuler, à le toucher. Puis à force, il va commencer à le mettre à la bouche. Voilà, ça va être des choses qui vont se faire petit à petit. Ou alors, pas du tout. C'est quelque chose qu'il va pas pouvoir manger. Il va le manger, il va le mettre à la bouche et puis il voudra plus jamais le manger, bon bah c'est qu'il aime pas. Mais ça n'empêche que vous pouvez continuer de lui proposer. Les goûts évoluent, on le sait bien, des choses que j'aimais pas petite que j'adore maintenant. Ce qui me semble important aussi, ça va être de manger avec votre enfant pour que en fait le moment du repas, ça soit un réel moment de partage, de plaisir, que ce soit un moment agréable. Et en plus de ça, les enfants ils sont beaucoup dans l'imitation. Du coup, s'ils vous voient manger de tout, il va vouloir aussi manger de tout pour vous imiter, faire comme vous. Si papa il aime, moi aussi je vais aimer. Après aussi par rapport au repas, je m'y connais pas bien, du coup je vous donnerai pas trop de détails par rapport à ça. Faudrait vraiment que je me renseigne parce que ça m'intéresse beaucoup. Ça serait de mettre en place la DME, c'est la diversification menée par l'enfant. C'est de proposer en fait tous les aliments à l'enfant sous leur forme normale, sans les mixer en fait pour que l'enfant il puisse appréhender le légume, le fruit comme il est. Mais franchement, en fait, j'ai pas envie de vous dire de bêtises sur la DME, mais en tout cas, c'est ce qu'a mis en place ma soeur avec mon neveu et c'est super. Maintenant, il mange déjà avec sa fourchette, il a même pas un an, enfin, il vient tout juste d'avoir un an. Il est incroyable, il a jamais eu de problème, enfin il n'est jamais passé par la purée, il a tout de suite eu les morceaux et il se débrouille très bien avec les morceaux, donc c'est vraiment quelque chose que je recommande. En plus comme ça il voit vraiment à quoi ressemble l'aliment et puis il mange comme l'adulte, voilà c'est plus simple pour être encore dans l'imitation, donc je pense que vraiment ça favorise l'ouverture à tous les goûts et à tous les aliments. Je suis sûre que vous pouvez trouver plein de comptes sur YouTube ou sur Instagram ou sur Internet qui vous parleraient de la diversification menée par l'enfant bien mieux que moi. Mais en tout cas, par rapport à ça, je tiens vraiment à mettre un point d'honneur sur le fait qu'il est très important de ne pas forcer un enfant à manger quoi que ce soit. Jamais.
C'est la meilleure technique pour le braquer avec la nourriture. S'il ne mange pas, c'est que soit il aime pas, soit il a pas faim, soit voilà, c'est pas le moment. Il y a toujours une raison. D'ailleurs, ce week-end, j'ai été chez mes cousins-cousines. Il y a ma tante qui me racontait que quand elle était petite, on la forçait à boire du jus d'orange assez régulièrement. Et maintenant, elle est complètement bloquée avec les oranges, elle peut plus du tout en manger. Et rien que l'odeur, ça la dérange beaucoup. C'est un très bon exemple que je vais vous citer, donc je vous le cite. Ne jamais, 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 jamais forcer un enfant à manger quoi que ce soit. Jamais. Comment préparer bébé 1 à l'arrivée de bébé 2? Alors c'est pas le sujet avec lequel je suis le plus à l'aise parce que je l'ai peu rencontré et j'ai peu répondu à cette question. D'abord, je pense que c'est important d'annoncer la grossesse à l'enfant comme quelque chose de positif. Après, ça va être important de présenter cette personne qui va arriver, de dire que d'abord ça va être un bébé, donc il va beaucoup pleurer, il va pas beaucoup jouer, tu vas être beaucoup avec lui pour donner à manger parce qu'il a besoin d'un peu plus d'attention quand on est tout petit, comme toi quand tu étais tout petit. Et après, ça va être de lui dire, mais ce bébé il va grandir et quand il sera grand, tu pourras jouer avec, vous allez jouer ensemble, ça va être super et vous allez vous apporter plein de choses. Voilà, restez vraiment positif sur le sujet. Je pense que c'est important de rester à l'écoute de votre bébé 1 pour pouvoir répondre à toutes ces questions, à toutes ces interrogations, prendre le temps avec lui de discuter, d'écouter ce qu'il a à dire, de pouvoir accompagner ses émotions. Après, ce qui est très 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 intéressant quand on va devenir grand frère ou grande sœur, c'est de lire des livres. Alors il y a beaucoup de livres qui existent à ce sujet. Moi, je les connais pas très bien, donc j'en ai pris 3 que je vais vous citer, qui ont été recommandés plusieurs fois. C'est Attendre un petit frère ou une petite sœur de Catherine Dolto. Il y a aussi Attendre un bébé de Nathalie Bellino et J'attends un petit frère de Marianne Villoc. Ça aide vraiment les enfants à préparer, ça met des mots sur ce qui va se passer, puis ils vont se reconnaître, ils vont voir les choses similaires de ce qui se passe à la maison. C'est très très bien pour pouvoir appréhender l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur. Après, ça peut être très intéressant, je pense, de pouvoir l'impliquer dans cette arrivée, dans les préparations, les préparatifs. Par exemple, de choisir les jeux ensemble, de voir comment on installe la chambre, qu'est-ce qu'il en pense, lui montrer, voilà, lui expliquer. Ensuite, et c'est le dernier point que je vais citer, que c'est important de bien lui expliquer qu'il y aura quelqu'un d'autre dans la famille, que vous allez beaucoup l'aimer et que lui aussi va beaucoup vous aimer, mais qu'en tout cas l'amour, lui, il n'en aura pas moins. Puis plus il y a d'enfants, plus il y a d'amour et il y en a autant pour chacun. Voilà, de le rassurer, mais sans trop en faire non plus, parce que s'il n'est pas inquiet, ça sert à rien de le rassurer. Comment faire face à un enfant qui s'étouffe? Alors moi, je suis pas formatrice aux gestes de premier secours, donc j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Je vous conseille d'aller voir, je suis sûre qu'il y a plein de vidéos, de choses comme ça qui expliquent comment faire face à un bébé qui s'étouffe. En tout cas, j'ai fait une école d'infirmière, l'école d'auxiliaire de puériculture, donc j'ai été formée à la FGSU. J'ai eu plusieurs fois la formation aux gestes de premier secours, je vais y arriver. Et en tout cas, ce que j'ai retenu et ce que je vois souvent faire, c'est pour ça que je vais quand même vous en parler dans cette vidéo, c'est souvent les gens quand ils voient un enfant qui s'étouffe, donc il va être avec le bout dans la gorge, ils vont tout de suite aller lui taper dans le dos. Alors moi, ce que j'ai vraiment retenu des gestes de premier secours, c'est qu'un enfant ou même un adulte, tant qu'il arrive encore à sortir de l'air, donc s'il arrive à tousser, s'il arrive à pleurer, s'il y a du son qui sort de sa gorge, ça veut dire qu'il y a encore de l'air. Donc ça veut dire qu'il n'est pas en danger et ça veut dire qu'il va réussir à se débloquer tout seul. Alors qu'au contraire, si vous lui tapez dans le dos, ça peut permettre au bout qui le gêne de se déplacer et en fait de complètement obstruer les voies respiratoires. Donc ça peut faire l'effet complètement inverse. Ce que j'ai retenu, c'est qu'on tape dans le dos seulement à partir du moment où il n'y a plus aucun son qui sort de sa gorge et souvent ils viennent mettre les mains autour du cou et il n'y a vraiment plus aucun son. Ça me semble important parce que je le vois souvent faire alors qu'on m'a vraiment dit que c'était pas du tout la chose à faire. Sinon, pour la petite anecdote, c'est l'année dernière, j'avais un groupe de grands, donc les enfants ils avaient à peu près 2-3 ans autour de ma table, donc ils savaient tous manger les morceaux. Et il y avait des pâtes et il y a une petite fille qui a avalé une pâte, c'est passé de travers, et la petite qui commence à mettre les mains autour du cou et plus de son. Peur de ma vie. J'ai tapé un grand coup, 2 grands coups, 3 grands coups dans son dos et là c'est ressorti. J'étais en tremblote après, j'en pouvais plus. Je l'ai trop mal vécu ce moment-là.
Hello everybody! Non mais pourquoi elle apparaît comme ça, celle-là, à la fin de la vidéo, pas maquillée, pas sapée? Non, tout ça pour vous dire que la suite des questions concernant mes études et la petite question personnelle qui arrivera en dernier, ça sera dans la prochaine vidéo YouTube parce que sinon c'était beaucoup trop long et trop barbant. Donc en tout cas, j'espère que mes réponses concernant l'accompagnement du jeune enfant pour répondre à vos questions que vous m'avez posées vous ont satisfait. Je vous invite à aller faire un tour sur mon compte Instagram, It's a New Cam, si vous voulez des informations complémentaires, si vous voulez voir aussi mes réels, mes vidéos TikTok, mes articles, mais aussi si vous voulez me contacter, si vous avez besoin d'un accompagnement un petit peu plus personnalisé, je suis disponible et je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à très vite pour la suite des événements. Ciao!